Dans cette partie, on va s'intéresser à ce que devient une particule chargée qui se balade soit dans un champ électrique, soit dans un champ magnétique, et notamment quelle est la nature des trajectoires qu'elle va suivre. On va commencer avec la trajectoire dans un champ électrique qui sera uniforme et indépendant du temps. Je vous rappelle que uniforme, ça veut dire que le champ électrique va être le même en tout point de l'espace, et indépendant du temps, c'est qu'on peut très bien être le même en tout point de l'espace, mais changer tous ensemble au cours du temps. Et bien là, on va supposer que ça va rester gentiment constant au cours du temps. Ça veut dire que votre champ électrique est vraiment un vecteur constant, à la fois quand vous vous déplacez dans l'espace et quand vous vous déplacez dans le temps. Donc on commence par une mise en équation, et puis on va faire simplement une relation fondamentale de la dynamique pour voir ce qui se passe. Donc on a une particule Q qui n'est soumise qu'à une unique force. Une unique force, et cette force, ça va être du coup la force électrique. Hop, et votre force électrique va s'écrire en fonction du champ électrique, et le champ électrique, on va le noter QE0 pour se souvenir qu'il est uniforme et indépendant du temps. Donc le système étudié, c'est Q, la charge Q qui est de masse petit m. Le référentiel, ça va être le référentiel du labo, qui va être supposé galiléen sur la durée de l'étude. Et au niveau de l'inventaire des forces, vous n'avez que la force électrique qui est un vecteur constant, puisqu'il s'écrit comme le produit de la charge qui est constant par ce champ électrique qui est un vecteur constant. Alors, si on applique la relation fondamentale de la dynamique, celle-ci nous dit que m fois l'accélération de la charge, c'est égal à la force électrique, c'est-à-dire QE0. Et vous vous retrouvez donc avec un mouvement qui est un mouvement à vecteur accélération constant, puisque on a du A qui vaut Q sur ME0. Donc on reconnaît comme un mouvement à vecteur accélération constant. Le mouvement à vecteur accélération constant, on l'a déjà traité en long, en large et en travers, et on a remarqué que ça donnait des trajectoires en règle générale paraboliques, mouvement à vecteur accélération constant, des trajectoires paraboliques, et ces trajectoires paraboliques, alors ça c'est si jamais le vecteur accélération est fait un angle par rapport à la direction dans laquelle on lance, mais si vous mettez le vecteur accélération dans le même sens que la vitesse, vous aurez une trajectoire qui va être gentiment rectiligne. C'est le cas pour la chute libre. Quand vous lâchez votre système sans vitesse initiale, il reste selon la verticale. Si vous le lâchez avec une vitesse vers le haut ou vers le bas, ça va aussi rester selon la verticale sans avoir de trajectoire parabolique, juste rectiligne. Mais sinon, quand le vecteur vitesse n'a rien à voir avec le vecteur accélération, le vecteur vitesse initiale n'a rien à voir avec le vecteur accélération, vous vous retrouvez avec un mouvement a priori parabolique. Quand on a ça, on peut l'intégrer une première fois pour avoir que la vitesse va s'écrire Q sur M E0 T plus une certaine constante, et quand on regarde en t égale 0, on se rend compte que forcément la valeur à t égale 0, ça doit être la valeur de cette constante qui du coup se retrouve être la vitesse initiale, mais c'est parce que on fait toujours l'effort de regarder qu'est-ce qui se passe à t égale 0, et le vecteur position qui dépend du coup du temps, c'est quand on intègre une fois de plus, donc j'ai du t carré sur 2 qui apparaît, plus du V0 fois t, plus une constante, et cette constante c'est forcément la position initiale. Ici, parce que à t égale 0, les deux autres termes s'annulent, il me reste comme position à t égale 0 que la valeur de cette constante, qui du coup doit être la position initiale. Bon, alors on connaît ce truc-là, et en petit exercice, on va essayer de déterminer ce qui se passe quand on lance une particule avec une certaine vitesse. Donc, exercice, on prend une particule de charge positive, positif, histoire de raisonner directement. Là-dedans, vous avez un champ électrique, et puis dans les différents cas, donc on lance avec une vitesse V0 comme ça, et puis on a un champ électrique E0 qui vient vers vous. On le lance avec une vitesse V0 comme ça, et puis on a un champ électrique
vers le bas. On le lance avec une vitesse V0 comme ça, et puis on a un champ électrique de travers comme ça. On le lance avec un V0 horizontal. Vous avez remarqué que je le mettais toujours horizontal, histoire de ne pas changer, mais on peut le mettre dans toutes les directions. Un champ dans ce sens-là. On le lance avec un V0 horizontal et un champ qui lui aussi sera horizontal. On en fait encore un. Allez, un V0 horizontal et puis un champ qui lui va aller dans la direction opposée. Et puis on va s'arrêter là, ça suffit. Donc mettez sur pause, réfléchissez 2 minutes à l'expression qu'il faut obtenir pour avoir, ou plus exactement, à quelle va être la trajectoire correspondante. Pas la peine d'écrire forcément une équation du mouvement, simplement un raisonnement intuitif en fonction de la valeur du champ. C'est bon, vous avez fait votre petit raisonnement. Donc, au niveau de la solution, alors le premier, c'est peut-être le plus difficile de tout, étant donné que le champ est vers vous ici au niveau de la caméra, ça veut dire que la force électrique est vers le haut, et donc le mouvement de la particule, s'il démarre comme ça va me faire une parabole qui monte vers le haut directement, et donc qui va sortir de la feuille. Donc on peut pas le dessiner dans la feuille. Il faudrait que je me mette dans cette situation-là et que je regarde comme ça pour me retrouver avec une situation presque comme celle-ci, mais avec E vers le haut pour avoir l'idée. Voilà, on va faire le deuxième. Si j'ai E qui va vers le bas, ainsi avec ma vitesse qui démarre, j'aurai une parabole qui est tournée comme ça vers le bas avec une déviation qui est de plus en plus importante à mesure que la particule se déplace. Si j'ai un E qui est dans ce sens-là, la parabole va avoir une concavité qui est tournée, qui est selon la direction de celui-là, et donc ici comme j'ai un machin comme ça, j'aurai une évolution qui va être plus tournée par là, et vous avez que votre parabole, elle a son axe de symétrie qui va être parallèle à ce E0. Si je prends dans l'autre sens le champ, je commence à partir par là, je prends une autre couleur pour pas confondre parce que sinon je vais arriver à cet endroit-là. J'ai ma parabole qui va devoir être symétrique par rapport à là, on va dire que ça va faire quelque chose comme ça pour l'axe de symétrie, et donc j'aurai un machin qui fait ça, qui arrive là et qui repart du coup vers le haut, étant donné que le champ électrique est par là, donc la particule est constamment poussée dans cette direction-là, et à l'infini, je vais avoir une composante de la vitesse qui va être très importante selon cette direction-là, alors que la composante qui est perpendiculaire à E0, elle va gentiment rester constante. Pour les deux derniers, c'est un petit peu plus facile à dessiner, puisque si vous partez comme ça et vous l'accélérez, votre particule, elle continue en ligne droite sur cet axe-là, et continue à accélérer, alors que là, si je pars là et mais que la force est exercée vers la gauche, j'arrive juste à un moment où ma particule, elle s'arrête, et puis ensuite elle fait demi-tour, et elle repart dans l'autre sens, et hop, elle continue par ici. Donc vous avez, comme quand on lance quelque chose en l'air et qui finit par retomber, vous avez la vitesse qui est opposée au poids, ça s'arrête à un moment et ça finit par retomber en restant bien sur la verticale si vous l'avez bien lancé sur la verticale. Bien sûr, si je lance légèrement de travers, c'est plus ce qu'on va observer, mais si je lance bien droit, on a bien une évolution qui va rester gentiment sur la verticale. Bon, donc si on représente de manière générale en choisissant par exemple E0 qui va être selon l'axe des Y, donc j'ai les Y comme ça, j'ai X qui est par là, et je balance avec ma position initiale qui par exemple là, je balance ça avec une vitesse initiale V0 dans cette direction. Il y a deux comportements. Selon que votre charge est
positive ou négative, vous aurez une parabole qui est tournée dans un sens ou dans l'autre. Le mieux, c'est encore de raisonner en termes de force, intuitivement. Si vous avez un champ électrique qui est tourné dans ce sens, alors, pour un électron qu'on va dessiner en bleu, pour un électron, la force va être, comme c'est Q fois E0 et que Q est négatif, la force est opposée au champ électrique. Et donc on se retrouve avec le cas, comme pour un champ de gravitation, ou plutôt un champ de pesanteur uniforme, on a tout simplement la parabole habituelle avec un machin qui fait comme ça monte, ça redescend, et hop. Et puis vous avez votre parabole avec votre électron. Donc là, c'est pour une charge négative pour un électron. Au contraire, si vous avez un proton, donc une charge positive, vous allez avoir que la force est dans le même sens que le E0. C'était déjà en train d'aller vers le haut, ça va aller de plus en plus vers le haut. Et donc vous allez avoir un machin qui va avoir tendance à monter avec une parabole qui serait dans la partie gauche ici. Donc si je la continuais, j'aurais ma parabole qui serait quelque part par là, donc avec la concavité qui est tournée vers le haut, alors que ici elle est tournée vers le bas. Vous voyez qu'avec la même vitesse initiale, on va avoir deux comportements différents qui sont, si la charge est positive ou la charge est négative, votre déviation ne va pas se faire dans le même sens, tout simplement parce que la force est liée au signe de la charge. Alors ça, c'était pour la relation fondamentale de la dynamique, et on va pouvoir faire un bilan énergétique, et c'est très souvent ce qu'on va utiliser dans nos systèmes pour essayer de... quand on va vous dire, voilà, on a un accélérateur de particules qui accélère sous une tension de tant de volts, eh bien il va falloir réussir à se dire, voilà, c'est une accélération dans un champ électrique, constant ou pas à la limite, finalement ça va pas être fondamentalement important, on va voir pourquoi, et on va pouvoir déterminer si la vitesse en entrée était nulle, par exemple, on va pouvoir déterminer la vitesse en sortie. Puis si la vitesse n'était pas nulle en entrée, on pourra avoir la vitesse de sortie en fonction de la vitesse d'entrée. Alors, dans le chapitre M3 sur l'approche énergétique du mouvement d'un point matériel, on a montré justement ce qui se passait quand vous aviez un champ électrique qui était un champ uniforme, et on a montré qu'on pouvait associer une énergie potentielle qui allait s'écrire moins Q E0 scalaire le déplacement OM. Bon, moi ce qui m'intéresse, c'est peut-être même pas tellement cette expression-là, c'est que ça s'écrive Q fois quelque chose. Et le quelque chose, je vous en ai déjà parlé, je vais l'appeler V, c'est ce qu'on appelle le potentiel électrique. Et de manière générale, quand vous avez un champ électrique, même non uniforme, vous pouvez lui associer un potentiel électrique tel que l'énergie potentielle assimilée. Tout comme la force s'écrivait Q fois le champ électrique, l'énergie potentielle, ça s'écrit Q fois le potentiel électrique. Le potentiel électrique, c'est ce qui est là, même si vous n'avez pas mis de charge Q là-dedans. Et quand vous mettez une charge, en multipliant par le potentiel, ça vous donne l'énergie qu'on peut potentiellement transformer en énergie cinétique, à condition de l'orienter correctement et de l'utiliser le système correctement. Donc, on a notre potentiel électrique qui ici, V s'écrit moins E0 scalaire OM, et on voit que le potentiel il s'exprime en volts, ça s'exprime en mètres, et puis on en déduit ici qu'on a bien le champ électrique qui s'exprime en volts par mètre. Bon, donc notre potentiel électrique, on va pouvoir l'utiliser de manière générale, et la différence de potentiel électrique, si vous prenez un système avec par exemple deux plaques, vous avez une plaque avec un point A, une plaque avec un point B, et vous allez avoir la tension UAB, ça va être la différence du potentiel électrique entre VA et VB. Et si
on largue une particule en A sans vitesse initiale, elle va pouvoir, de la même manière que si vous ouvrez la fenêtre, vous prenez une balle de tennis et vous la lâchez par la fenêtre, la balle de tennis, elle va descendre parce que le potentiel gravitationnel au niveau du sol étant plus faible qu'au niveau de la fenêtre, il va se débrouiller pour diminuer son énergie potentielle et transformer cette énergie potentielle en énergie cinétique. Donc de la même manière, quand vous avez par exemple un proton, le proton va avoir tendance à aller dans les zones où le potentiel électrique est le plus bas, alors que l'électron, comme le but c'est de diminuer l'énergie potentielle, l'électron va être de charge négative, il va avoir tendance à augmenter son potentiel électrique de sorte que son énergie potentielle soit la plus basse possible. Bon, donc là on a défini le potentiel et ça fait le lien avec l'électricité. Donc quand on va vous dire on accélère dans une différence de potentiel ou sous une tension par exemple de 4000 volts, de 4 kV, qu'est-ce que ça va vouloir dire au niveau de l'énergie? Ce qu'on peut dire c'est qu'il y a conservation de l'énergie mécanique puisque vous n'avez que la force électrique qui apparaît et que cette force électrique c'est une force, alors on l'a vu juste dans des cadres particuliers que c'était une force associée à une énergie potentielle, mais en fait en deuxième année on pourrait montrer que on peut démontrer de manière générale l'expression du potentiel électrique correspondant en faisant intervenir la circulation du champ électrique sur une certaine zone. Bon, ça on pourra le faire. Donc la conservation de l'énergie mécanique, pour faire ce raisonnement, vous avez juste besoin d'affirmer la conservation d'une énergie mécanique, dit que l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point B. Cette énergie mécanique au point A, elle s'exprime comment? Elle s'exprime d'une part par l'énergie cinétique au point A et d'autre part par l'énergie potentielle au point A qui est l'énergie potentielle électrique, donc qui va s'écrire Q fois le potentiel de A. Alors là c'est important que vous fassiez la différence entre le petit v des vitesses et le grand V des potentiels parce qu'on va manipuler les deux. Et vous voyez que l'énergie mécanique au point A doit être égale à l'énergie mécanique au point B, c'est-à-dire l'énergie cinétique en B plus le potentiel, l'énergie potentielle en B, c'est-à-dire Q fois le potentiel en B. Bon, résultat, quand vous avez cette expression, ça vous permet d'obtenir la vitesse en B. Je fais passer le VB de l'autre côté et donc je me retrouve avec la racine de VA carré. Donc il faut que je multiplie par 2, que je divise par M. Donc ça me fait plus 2Q sur M fois VA moins VB. Et vous voyez que votre vitesse au point B va dépendre de la différence de potentiel que vous avez dans votre système. Si la vitesse en A était nulle, par exemple, que vous avez une différence de potentiel VA moins VB qui est positive, vous voyez que ça va marcher pour accélérer votre système à condition que Q soit positif lui aussi, et ça correspond à ce que je vous ai dit. Le proton, il essaye de diminuer son potentiel. Si VA moins VB est positif, ça veut dire que le potentiel de B est plus petit, et donc un proton va avoir tendance à aller de A vers B et va gagner de la vitesse. Et en gagnant cette vitesse, on a cette expression-là. Alors la plupart du temps, on va juste vous dire on accélère la particule qui a telle charge, électron ou proton, sous une différence de potentiel de 4 kV par exemple, et la question à se poser, ça va être dans quel sens il va falloir le mettre. Bon, de toute façon, comme vous voulez accélérer, vous voulez rajouter quelque chose, donc il suffit de prendre plus la valeur absolue de ce truc-là, et comme ça vous êtes sûr de ne jamais vous tromper là-dedans. Alors, exercice. Ça va être pour vérifier que effectivement le poids va être quelque chose qui va être relativement négligeable dans les approches de notre système. Donc on prend un électron accéléré sous une tension de 4 kV horizontalement.
Donc il a à la sortie de l'accélérateur une vitesse qui est horizontale en partant avec une vitesse nulle. La question c'est si l'électron par la suite, donc on suppose qu'on l'a envoyé dans le vide, il ne va pas se prendre une molécule d'air au passage, si l'électron n'est soumis que à son poids, donc si l'électron n'est soumis qu'au poids, quelle distance horizontale va-t-il parcourir ? Si, enfin le temps qu'il tombe dans le champ de gravité terrestre de 1 mm. Donc on va supposer que on peut calculer relativement facilement le temps qu'il lui faut pour parcourir 1 mm verticalement, en supposant la Terre bien plate sur l'endroit où on fait notre étude, ce qui sera peut-être remis en question par l'application numérique, on va voir. Quelle est la distance qu'il va parcourir horizontalement avant d'être tombé de 1 mm? Je vous laisse réfléchir 2 petites minutes. Essayez de poser le truc, c'est un mouvement à accélération constante. Il faut réfléchir pour savoir quelle est la vitesse initiale, c'est pour ça que j'avais besoin de ce petit bout-là. Et ensuite, on essaye de voir à quoi ça correspond. C'est bon pour la réflexion? Donc, déjà, moi ce qui m'intéresse, ça va être la distance parcourue. Donc la distance parcourue, supposons que après accélération, je regarde qu'est-ce qui se passe après accélération. J'ai oublié d'encadrer ça. Alors, une petite remarque, c'est pas la formule en question qu'il faut retenir. Je ne veux pas vous m'ablancier, mais c'est vraiment le raisonnement qui s'écrit à partir de l'égalité des deux énergies mécaniques qui vous permet de le retrouver. Donc systématiquement, on va refaire le raisonnement. Donc après accélération, on a une vitesse V0 horizontale. Et donc, on sait que le Z de t, il va s'écrire avec Z vers le haut. Voilà, on va mettre Z vers le bas, comme ça va être plus simple. Donc on a Z qui est vers le bas, 1/2 de gt carré, plus la vitesse initiale suivant Z qui est nulle, plus la position initiale suivant Z qu'on va prendre égale à 0. Donc on a ça. Et donc nous on veut que quand Z vaut une hauteur h de 1 mm, que vaut t? Eh bien vous avez t qui va s'écrire racine de 2h sur g. Donc on veut savoir combien de temps ça fait. Donc pour 1 mm, ça me fait du racine de 2 fois du racine de 10-3 sur 10, donc du 10-4. Donc ça fait du racine de 2 10-2 secondes. Ça fait à peu près 14 millisecondes. Donc il ne lui faut pas longtemps pour parcourir 1 mm. Vraiment pas longtemps. Ça c'est normal, hein, c'est valable pour l'électron, mais pour n'importe quoi d'autre. Vous voyez que 1 mm, c'est parcouru très rapidement. En 1 centième de seconde, vous avez parcouru votre millimètre. Ok, ça fait pas longtemps. La question c'est quelle est la distance parcourue? La distance est donnée par le x. X, ça va être simplement V0 fois t, puisque l'accélération suivant x est nulle. Il y avait une vitesse V0 au départ. Il part de x égale 0. Donc cette distance, c'est V0 fois t. Donc il faut que je connaisse V0. Comment est-ce que je peux obtenir V0? Eh bien, je dis que avant accélération, donc lors de l'accélération, plus exactement, lors de l'accélération, j'avais que la vitesse initiale, c'est-à-dire 0, plus 1/2, plus Q fois le potentiel au point de départ, c'est égal à l'énergie mécanique finale, 1/2 de mv0 carré, plus QVB. Donc vous voyez que votre V0, je fais passer du même côté, ça me fait du racine de 2Q sur M,
la différence VA moins VB. Alors je sais pas dans quel sens ils ont mis leur truc, mais bon, moi ce qui m'intéresse, c'est que ce produit-là soit positif, donc j'ai le droit de prendre la valeur absolue, parce que s'ils ne le mettent pas dans le bon sens, de toute façon ça ne fonctionnera pas. Donc je me retrouve avec une vitesse V0 qui va s'écrire racine de 2 sur m, ça c'est positif, la valeur absolue de la charge de l'électron, fois la différence de potentiel, c'est-à-dire la tension U qu'on a donnée, qui vaut les 4 kV de votre système. Bon, alors maintenant je vais faire l'application numérique, donc ça me fait du 2 fois 1,6 10 moins 19 fois 4 10 puissance 3 divisé par du 10 moins 30. Alors 2 fois 4 ça fait 8, 8 fois 1,6 donc ça fait de l'ordre de 8 plus 4 ou 8 plus 5, ça fait 12 ou 13. Il faut la racine de ce machin là. Donc j'ai de l'ordre de on va dire 13. J'ai 10 moins 19 fois 10 moins 3, ça fait du 10 moins 16 fois du 10 puissance 30. Donc il me reste du 10 puissance 14. Donc j'ai du racine de 13 fois racine de 10 puissance 14, donc 10 puissance 7. Et racine de 13, c'est presque racine de 16, donc ça doit être entre 3 et 4, donc ça doit me faire du 3,5, 10 puissance 7. En quelle unité? En unité du système international, c'est des mètres par seconde. Vous voyez qu'un électron, même si on l'accélère seulement dans 4 kV, 4000 volts, hein, c'est pas grand chose. Alors c'est 10 fois plus, enfin 20 fois plus de ce que vous pouvez avoir directement dans votre prise électrique. Mais enfin, si vous regardez le transformateur qui est à l'extérieur de votre maison et qui vous amène justement à l'électricité, vous avez déjà du 20 000 volts, et puis les lignes haute tension c'est du 200 000, donc 4000 c'est vraiment pas grand chose, et malgré ça on obtient une vitesse qui est 1/10 de la vitesse de la lumière. D'où la distance parcourue, V0 fois t. Alors certes, mon t il était très court, 14 millisecondes, mais j'ai une vitesse qui est quand même très forte, 3,5 10 puissance 7 fois 14 10 moins 3, donc ça me fait du 10 moins 4, donc j'ai du 3,5 fois 14 10 moins 10 puissance plus 4 en mètres. Et ça, 3 fois 30, 45, ouais, ça doit faire à peu près du 50. 50 10 puissance 4 mètres, ça fait de l'ordre de 500 km. C'est-à-dire que le temps qu'il faut pour que votre électron tombe de 1 mm, l'accélération due au champ électrique, qui peut se faire sur une dizaine de centimètres, va vous emmener à 500 km. Autant vous dire en fait qu'à 500 km, votre électron, il est monté. Pourquoi? Parce que la Terre, elle est ronde, et donc si lui continue en ligne droite, par rapport à la Terre, il monte par rapport au sol. Donc votre électron, l'hypothèse de Terre gentiment plate, là à ce moment elle commence à devenir discutable, puisque à partir de 300 km on commence à voir l'effet de la rotondité de la Terre, du fait que notre Terre est ronde et non pas plate. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est important de savoir refaire ce petit raisonnement énergétique pour obtenir systématiquement l'expression de la vitesse après avoir été accéléré. Et comme vous voyez, ce qui est important, c'est la valeur absolue en règle générale là, on sait qu'on veut accélérer, donc on veut augmenter la vitesse, donc on sait que ce produit-là doit être positif. Et si on vous donne juste la différence de potentiel sans vous préciser dans quel sens on l'applique, imaginez quand même qu'ils l'ont fait dans le bon sens. De toute façon, si ça marche pas dans un sens, vous essayez le branchement à l'envers et vous voyez bien si ça fonctionne mieux. Donc vous faites le branchement de telle sorte que ce soit accéléré, et d'un point de vue théorique, vous savez que ce qu'on rajoute là doit être positif, et donc pour l'application numérique, vous pouvez tout passer en valeur absolue pour obtenir la vitesse en sortie de votre accélérateur.